Leche en basque signifie maison. Leche traditionnel, à la fois espace de vie de la famille élargie et centre de l'exploitation agricole, est généralement situé dans la vallée. Avec son jardin, ses terres labourables, ses prairies et leurs bordes, elle constituait une unité patrimoniale indivisible, transmise à l'aîné des enfants de génération en génération. Le cœur de la maison est l'escarats, vaste pièce centrale située au rez-de-chaussée. On y effectuait autrefois des travaux collectifs, comme le battage du blé. Elle distribue les autres pièces du rez-de-chaussée, notamment la cuisine, et mène par un large escalier aux étages où se situent les chambres. La façade principale des etchés est généralement orientée à l'est, dos au vent chargé de pluie venu de l'océan. L'architecture de ces maisons diffère entre l'ouest du territoire, proche de l'océan, et l'est, plus montagneux. À l'ouest, en Labour et Basse-Navarre, la façade de l'Etché traditionnelle se présente en mur-pignon, abritée par l'avancée très débordante des deux versants d'un toit en tuiles. Initialement symétriques, ces façades sont souvent devenues dissymétriques par l'ajout d'agrandissements. Ces etchés traditionnels sont constitués d'un seul bâtiment massif de plan carré ou rectangulaire. Il abritait sous le même toit l'habitation et les espaces agricoles. Les tables occupaient la partie arrière du rez-de-chaussée, tandis que le grenier, au dernier niveau, servait à stocker les récoltes. En Labour, le rez-de-chaussée est surplombé d'étages en encorbellement aux pans de bois peints de couleurs vives, le plus souvent rouge ou vert. L'entrée se fait par le loriot, un porche profond qui s'ouvre sur l'escarats. Le modèle bas-navarrais ne comporte pas de loriot, mais une large porte charretière encadrée en pierre de taille. En Soule, partie plus montagneuse du territoire, les espaces agricoles sont dissociés du bâtiment d'habitation. Ils peuvent le prolonger en longère ou s'y accoler à angle droit, selon un plan en L ou en T. Les toitures de l'Etché soultine comportent 4 pans, avec une très forte inclinaison pour éviter l'accumulation de neige. Cette pente est amortie par un coyot qui marque le style soultin. Elles sont couvertes en ardoise qui remplacent souvent les anciens bardeaux de bois. Baptiste Laborde, maire de Sarre et conseiller à la communauté d'agglomération Pays Basque, nous parle des etchés de son quartier et de l'évolution du mode de vie dans ces fermes basques. Nous sommes dans un quartier de Sarre qui s'appelle Menguiméar. Juste derrière, on a le quartier de Lehemiskay et encore derrière, la Rune. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la pierre vient d'ici. C'est la pierre de la Rune, une pierre rouge. Dans une maison, il n'y avait qu'une seule habitation où vivaient 2 voire 3 familles. Aujourd'hui, on fait différemment et ce serait inacceptable d'envisager 3 générations sous le même toit, dans la même cuisine. Il y avait aussi les oncles, tantes, des célibataires très souvent, et donc beaucoup de personnes dans une seule maison. La maison avait sa propre tombe, son caveau, et dans cette tombe, on enterrait aussi bien le patron que les ouvriers, tous ceux qui travaillaient à l'intérieur d'une même maison. Et les employés, on les appelait eshkumakil. Le mot eshkumakil vient du fait de donner des coups de main, d'aider. Aujourd'hui encore, on a l'habitude d'utiliser les noms des maisons pour nommer les habitants. Juste en face, on a Chimistania. On ne les appelle pas par leur nom de famille Aristegui, on les appelle Chimista. Et ça va loin. Aujourd'hui, à la maison Lehetia, il y a des paysans qui ne sont pas propriétaires. Ils sont locataires, métayers. Et ce n'est pas le propriétaire qu'on appelle Lehete, c'est le métayer qu'on appelle Lehete. Et donc, c'est vraiment à la personne ou à la famille qui exerce le métier d'agriculteur qu'on donne le nom de la maison. Il y a d'autres familles ici. Ceux d'Arostegui, on les appelle Arostei. La tradition perdure avec les noms des maisons. À notre époque, dans le temps, il n'y avait pas d'école agricole. Vous naissiez paysan et vous étiez élevé comme un paysan. C'était ça le plus important, transmettre ce que vous aviez dans les mains, et notamment aux plus jeunes, aux enfants. On n'avait pas le choix, et c'était aussi le cas pour les filles. Dans notre maison, par exemple, dans notre ferme, l'aînée était ma mère.
J'avais aussi un oncle, mais c'est ma mère qui a repris la ferme. Et donc, ça montre bien que la femme, elle aussi, avait toute sa place. Elle était chez elle. Et à cette époque, c'était ma mère qui était la maîtresse de maison. Et mon père était venu de l'extérieur. Reprendre la ferme par obligation ou par choix, c'est une décision propre à chacun. Et l'enjeu n'est pas l'argent, mais l'enjeu principal est vraiment autre chose. Il s'agit plutôt de transmettre son patrimoine. Mais toi, si tu veux transmettre quelque chose à tes enfants, bien entendu, tu vas dire « Allez, c'est l'aîné qui va en hériter ». Mais les deux autres vont te dire « Oui, mais alors nous, qu'est-ce qui nous reste ?» Bon, tu vas pouvoir venir prendre le goûter le dimanche. Ça se passait comme ça avant. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, car je crois en la jeunesse et parce qu'il faut que ça passe par les jeunes. En termes d'agriculture, par exemple, il y a peu de temps, nous étions les derniers parmi les derniers. Tous n'avaient qu'un mot à la bouche au niveau français, le remembrement. C'était la mode, donner des terres, regrouper toutes les terres ensemble, retirer les fourrés, les taillis, les forêts. Ici, en revanche, on a toujours su conserver l'importance des terres de la maison. Et aujourd'hui, tout d'un coup, on se retrouve tout en haut, parmi les meilleurs, avec une biodiversité et un environnement très riche. Mais ça, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Il s'agit d'un héritage.